enregistrement. Voilà. Cette fois, le webinaire est officiellement lancé. Donc, je vais proposer peut-être de commencer pour qu'on ne prenne pas de retard et je vais céder la parole de ce pas au directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Hervé Fernandez. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous avec Aurélien Bresson, vice-président de la Fédération nationale des orthophonistes. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Soyez les bienvenus. L'agence sort d'une période intense avec les journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se sont tenues début septembre. La vocation de ce mouvement, c'est de mettre en lumière le problème de l'illettrisme, d'en parler pour briser le tabou, libérer la parole, mettre cette question en lumière, une question qui est encore trop invisible, sous-estimée, et donc on a besoin d'en parler. C'est le sens des journées nationales, et on sait que chaque année, les orthophonistes sont très mobilisés dans le cadre de ces journées nationales. Donc, profite de l'occasion qui m'est donnée voilà, de saluer l'implication de tous les orthophonistes dans ce mouvement. Ce mouvement, moi, je l'ai vécu personnellement et terminé par une visite à Mayotte. Je suis allé à Mayotte la semaine dernière et à cette occasion, j'ai rencontré des très jeunes mamans qui sont bénéficiaires d'un programme qu'on a initié dans les 5 territoires d'outre-mer, qu'on a appelé Familir. C'est un programme très simple qui consiste à accompagner des jeunes mamans vers la lecture, l'écriture, le calcul, le numérique, au moment où leurs tout petits ou leurs enfants entrent à l'école. Donc on fait l'hypothèse que parce qu'elles seront plus à l'aise avec les savoirs de base, elles le seront aussi dans la relation à l'école et dans l'accompagnement de leurs enfants dans les premiers apprentissages. Et quand j'ai échangé avec ces mamans bénéficiaires du programme, je leur ai demandé, au fond, ce qui les avait conduit à accepter d'entrer dans ce programme, pourquoi elles avaient accepté d'entrer dans ce programme qui dure une année scolaire. Et l'une d'elles me dit, moi j'ai voulu entrer dans ce programme parce que j'aimerais avoir les bons mots pour mieux communiquer avec mon enfant. Et donc on voit bien que beaucoup de choses se jouent très tôt. On se construit tous dans notre relation aux mots, à la lecture, à l'écriture, dès l'enfance, le plus tôt. Et beaucoup de choses se passent à ce moment-là. Alors la question qui est posée, c'est que faire lorsque tout ne se passe pas comme prévu? Est-ce que lorsqu'il y a des troubles qui sont identifiés dans les premiers apprentissages, est-ce que ça renvoie à des troubles spécifiques de langage? Dans quelle mesure le fait de ne pas prendre en charge ces troubles précocement peut gêner la réussite scolaire? À quel moment consulter un orthophoniste? Quel parcours de soins mettre en place? Comment compenser? Comment prévenir? Ces troubles, est-ce que ces troubles expliquent pour la totalité des situations d'illettrisme? Quel est le poids des conditions de vie, de la pauvreté, des difficultés sociales dans la survenue de l'illettrisme? Voilà toutes les questions qu'on vous propose d'aborder ce soir. Quelles sont les conséquences aussi de l'illettrisme? Comment sortir des situations d'illettrisme? Toutes ces questions qu'on vous propose d'aborder ce soir. Mais pour les aborder, on envisage, on vous propose de mettre un peu de la clarté, voilà, dans les définitions, dans les notions, pour que vous puissiez vous repérer et voilà, disposer d'outils à la sortie de ce webinaire qui vous permettront de discerner de ce qui relève voilà, de troubles, de ce qui relève de facteurs qui peuvent expliquer les situations d'illettrisme. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour remercier chaleureusement Audrey Colna, Véronique Joulier, Virginie Lamontagne qui ont préparé ce webinaire pour la partie Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je voulais remercier aussi bien sûr tous les intervenantes, tous les intervenants et puis particulièrement les deux témoins qui ont accepté d'intervenir ce soir, Elsa Bersbecher qui est orthophoniste et puis Aline Le Guluche aussi qui a accepté d'intervenir. Aline, vous avez écrit 2 livres. J'ai appris à lire à 50 ans et Mon combat contre l'illettrisme qui vient de paraître. On est très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir et d'écouter votre témoignage. Je vous souhaite un très bon webinaire et je passe le relais à Aurélien Bresson.
Bonsoir, oui, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire et merci à vous et à à toute l'équipe de la NLCI pour ce travail conjoint, voilà, qui montre l'importance de la communication entre les acteurs de la lutte contre l'illettrisme pour construire ensemble des solutions globales. Alors, c'est vrai que, en coordination avec ces différents acteurs, les orthophonistes ont une place centrale dans cette lutte. Le fait d'avoir choisi une date pour ce webinaire qui est à mi-chemin entre les journées nationales d'action contre l'illettrisme et la journée des 10, nous amène à nous interroger sur, à mieux connaître la différence entre les troubles spécifiques du langage écrit et la situation d'illettrisme. Alors, tout d'abord, les orthophonistes agissent dans la sphère éducative et familiale. Ils sont très engagés auprès des parents, des enfants, le plus en amont possible, dès la naissance, par des actions de prévention, dès la maternité, mais aussi dans les lieux d'accueil parents-enfants, dans les PMI, et puis par la suite dans des ateliers de prévention à l'école. Euh, les orthophonistes ont agi également dans la sphère sociale et citoyenne en promouvant le FALC et aussi pour que les difficultés de nos patients soient mieux connues, mieux accompagnées dans la vie quotidienne et aussi dans la vie professionnelle. Enfin, les orthophonistes agissent dans l'orientation, le repérage des personnes en situation d'illettrisme et c'est par ce diagnostic orthophonique qu'on peut identifier, prendre en soin les troubles du langage écrit. Et quand je parle de troubles du langage écrit, que ce soit chez les faibles lecteurs, mais aussi chez ceux qui présentent un trouble spécifique du langage écrit. Et on reviendra sur toutes ces terminologies. Et puis attention, effectivement, parce que trouble 10, trouble spécifique du langage écrit, ne veut pas dire systématiquement illettrisme. Illettrisme ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a un trouble spécifique du langage écrit, mais effectivement, on sait que la proportion de personnes en situation d'illettrisme est plus importante chez les personnes qui sont dyslexiques ou qui ont un trouble spécifique du langage écrit. Ça nous montre vraiment l'importance d'un repérage, d'un diagnostic, d'un suivi précoce et puis surtout aussi d'une orientation vers un réseau. Donc voilà, mieux connaître nos actions, mieux distinguer pour accompagner au mieux et de manière adaptée, c'est un objectif commun qui va nous guider ce soir lors de ce webinaire. Bonne soirée à toutes et tous. Merci Aurélien. Voilà, je vois que Véronique Julier a commencé le partage d'écran, donc on va céder la parole aux deux chargés de mission régionale, respectivement Occitanie et Île-de-France, Véronique Julier et Audrey Colnat. Merci Virginie, bonsoir à tous. Alors pour commencer, il est important de définir de quoi nous parlons. Voilà, c'est ce par quoi nous allons commencer ce soir pour savoir contre quoi l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme se bat et avec tous les acteurs sur la place publique, dont les orthophonistes bien sûr font partie. Voilà, donc il faut définir avant tout. L'illettrisme, en réalité, donc, qualifie la situation de personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, n'ont pas acquis ou ont perdu la maîtrise de la lecture, de l'écriture, du calcul et des compétences numériques de base. Donc, c'est important de distinguer cette définition de celle de l'analphabétisme, qui est une situation de personnes qui n'ont pas ou peu été scolarisées, en fait, et de la situation des personnes français langue étrangère qui ont besoin, elles, d'apprendre la langue. Donc, on est vraiment en face de personnes qui maîtrisent tout à fait le français à l'oral et c'est pour ça que c'est difficile parfois à repérer. Là, vous avez un schéma qui reprend un peu ce que vous a dit Audrey. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la personne a été scolarisée? Si c'est non, c'est un cas d'analphabétisme. Si la personne a été scolarisée, il faut se poser la question si ça a été en langue française. Si c'est le cas, si elle a été scolarisée en France, dans ce cas-là, ça peut être de l'illettrisme. On parle d'illettrisme, ça englobe la lecture, l'écriture, ça englobe également tout ce qui est calcul et évidemment le volet numérique. Parce qu'aujourd'hui, sans le numérique, on n'arrive pas à se débrouiller dans la vie courante. Vous en avez besoin pour tout. Ça nous entoure au niveau des déclarations de la CAF pour suivre la scolarité des enfants. Donc effectivement, on parle d'illettrisme et on parle également d'illettrisme numérique ou électronisme. Ça désigne la situation d'un adulte ne maîtrisant pas les outils numériques usuels pour accéder aux informations, pour les traiter et agir en autonomie dans la vie courante. Quand on est en situation d'illettrisme, c'est
la double peine en fait. On est à la fois en situation d'illettrisme et d'électronisme parce que derrière le numérique, vous avez à 95% des savoirs de base, la lecture, l'écriture, arriver à vous repérer dans l'espace que peut représenter l'ordinateur, arriver à situer le menu déroulant. Donc pour ces personnes-là, il faut comprendre qu'on est dans une double peine, illettrisme, électronisme. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, il est important de pouvoir définir et repérer les situations d'illettrisme. À ce titre, en fait, il y a plusieurs degrés d'illettrisme qui sont référencés par la NLCI. Donc, pour vous donner quelques exemples très rapidement, ce petit schéma avec le degré 1, 2, 3 et 4 d'illettrisme, pour voir un petit peu à quoi ça correspond dans la vraie vie, dans les réalités et les personnes qu'on peut croiser. Donc, dans le degré 1, qui est le degré le plus faible en réalité, l'idée, c'est de montrer que c'est difficile à relire une personne voilà, en situation d'illettrisme. Le petit écrit là sur le côté vous montre un peu une production d'un monsieur sur le terrain. Et donc, je vais vous lire le petit texte parce que c'est pas facile à décrypter. Le métier donc, que je voulais faire, c'est le métier de menuisier parce que j'aime l'odeur du bois. Donc, on voit qu'il y a des difficultés avec les sons, pas de, pas de, en fait, de signes de ponctuation et beaucoup de difficultés à repérer, à discriminer aussi les mots eux-mêmes. Donc, le degré 1, on peut avoir même des personnes qui ne vont pas être en capacité de donner le nom des lettres de l'alphabet. Donc, on est vraiment sur des tout petits niveaux. Au degré 2, on a un petit peu plus d'autonomie, comme on le voit sur le petit courrier qu'on vous a mis à gauche. Donc, Madame, je vous écris cette lettre pour vous demander une autorisation pour faire des travaux dans votre appartement. Merci de me répondre au plus vite. Recevez mes salutations les plus distinguées. Donc là, il y a déjà un petit peu plus de structure, mais c'est encore difficile à relire. Quand on passe au degré 3 et 4 de l'illettrisme, eh bien, on est plus autonome et on peut à ce moment-là dire qu'on est en sortie d'illettrisme avec la capacité de pouvoir faire des choses seules, comme par exemple de passer une certification CLEA avec beaucoup plus d'habileté et de facilité par rapport au degré 1 et 2. Donc, vous avez vu sur la partie écrite, on voulait vous faire juste une petite slide pour parler des difficultés au niveau du calcul. Là, il y a un problème assez simple qui a été posé. On voit bien, en termes de réflexion, la complexité de poser la soustraction, qui d'ailleurs n'est pas forcément la bonne. Donc, il y a la compréhension de la consigne. Ensuite, positionner évidemment le calcul lui-même. Et puis, on voit que la personne a essayé de matérialiser les croissants. Puis, comme il y en a 250, ça devient très compliqué à faire. On voit bien en fait la complexité qu'il peut y avoir sur quelque chose que l'on fait nous de manière assez automatique et qui pour d'autres personnes commence à être très complexe puisque les automatismes n'ont pas été acquis ou il y a des difficultés en tout cas pour les reproduire. Eh bien, les causes en fait de l'illettrisme peuvent être multiples. Tu voulais rajouter quelque chose, Véronique? Non, vas-y. Voilà. Donc, les causes, en fait, on va en parler tout à l'heure, notamment avec le témoignage d'Aline Le Guluche. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un adulte est en situation d'illettrisme. Donc, on peut avoir bien sûr le passé scolaire douloureux, des situations de rupture, mais aussi des difficultés familiales, professionnelles, sociales, économiques qui peuvent se cumuler tout au long du parcours de la personne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, on peut avoir eu des difficultés pour apprendre, mais on peut avoir aussi su lire, écrire, compter à la sortie de la scolarité obligatoire. Et par le fait que ces compétences n'ont pas été utilisées pendant plusieurs années, notamment dans la pratique professionnelle, on peut perdre en fait ce savoir-faire. Voilà, donc quand il n'y a pas de situation de travail où l'écrit est dominant
ou bien voilà, des difficultés cumulées dans le parcours de la personne, ça peut conduire à des situations d'illettrisme pour ce qui est en fait des degrés 1 et 2 d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. A priori, une personne qui est arrivée en degré 3 est en capacité d'apprendre par elle-même. Donc, les fragilités sont moindres. Pour les conséquences maintenant, voilà. Donc, quelles sont les conséquences en fait de l'illettrisme au quotidien? Elles sont multiples. En fait, c'est tout le quotidien qui est impacté. Donc, pour vous rendre compte, par exemple, on vous a mis un petit schéma qui va faire la synthèse des actions de la vie quotidienne que les personnes en situation d'illettrisme ont du mal à réaliser. Donc, par exemple, se repérer dans l'espace et le temps et circuler seul. Donc, quand on a des personnes qui arrivent régulièrement en retard ou en avance sur des rendez-vous, ça peut être des indicateurs. Ne pas pouvoir faire ses courses ou en tout cas prendre toujours les mêmes produits pour ne pas avoir à lire les ingrédients, etc. Ne pas savoir prendre un médicament aussi, c'est une conséquence. Les notices, l'utilisation des appareils, surtout des nouveaux appareils. Ne pas pouvoir lire un livre, une consigne de sécurité, un planning dans le milieu du travail. Ce sont des conséquences au quotidien. Ne pas savoir également calculer des quantités, ne pas savoir retirer de l'argent au distributeur. Ça, on n'y pense pas toujours, mais ça peut avoir vraiment des conséquences compliquées. Et puis ne pas pouvoir communiquer avec son entourage. Tout ça sont des conséquences des situations d'illettrisme au quotidien. Maintenant, on va parler un petit peu de l'impact de l'illettrisme et de ses difficultés. En fait, auprès de ces personnes-là, ça peut générer des sentiments différents. On peut retrouver des sentiments de honte avec un sentiment d'échec derrière. Du coup, avec l'envie de cacher cela, de trouver tout un système pour arriver à pallier sans qu'on puisse voir qu'on est en situation d'illettrisme. Ça peut enclencher des sentiments de peur, la peur d'être stigmatisé, d'être moqué. C'est toujours très difficile ces personnes de pouvoir signifier qu'elles sont en situation d'illettrisme. Et évidemment, une sensation de stress, euh, puisque tout le quotidien est impacté et dès qu'il s'agit de tendre un stylo, d'avoir à remplir des documents, ben, il y a le stress qui est généré, qui peut générer d'ailleurs une grande timidité ou inversement de la défiance. C'est des grandes généralités évidemment, mais on peut retrouver ces traits-là chez certaines personnes ou une fragilité, ça on le retrouve généralement face au changement, puisqu'on a des personnes qui peuvent être en emploi notamment, et dès qu'il y a le moindre changement qui arrive dans cette situation professionnelle, ben, c'est une vraie fragilité. Donc du coup, c'est des personnes qui vont être en manque d'autonomie, qui vont se faire aider par la famille, par les collègues, et qui vont avoir pour beaucoup un rejet de la formation qui est souvent égal à un retour au système scolaire. Donc bien arriver à accompagner les personnes et à leur faire comprendre que l'on passe après à de l'apprentissage pour adultes et qu'on peut réapprendre à tout âge. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ces sentiments, ben, en fait, ça entraîne souvent les personnes à cacher ces difficultés, en tout cas pour certaines. Et ce qu'on appelle du coup les stratégies de contournement. En fait, il y a des stratégies qui sont extrêmement sophistiquées pour cacher ces situations d'illettrisme. Et ça marche d'autant mieux que ces personnes parlent bien notre langue, arrivent à interagir avec les personnes de leur entourage. Mais voilà, dès qu'il faut faire un document, le remplir, faire un calcul pour, par exemple, gérer un budget familial, il va y avoir des évitements. Euh, donc, c'est important de savoir que on ne peut pas forcément s'en apercevoir du premier coup et qu'on a tous autour de nous des personnes en situation d'illettrisme dans notre environnement proche. Voilà, et que souvent, il y a une compensation qui est faite par la mémoire ou en s'appuyant, comme le disait Véronique tout à l'heure, sur les personnes autour d'elle. Ça peut être des enfants, un conjoint, un ami, un collègue dans le milieu du travail, ce qui fait que on ne s'aperçoit pas tout de suite de ces difficultés. C'est effectivement des personnes très ingénieuses qui arrivent justement à tenir des emplois en trouvant des stratagèmes pour arriver à avoir cet emploi en main. C'est des personnes qui aussi vont être ingénieuses pour arriver à
à ne pas être identifié en tant que personne en situation d'illettrisme. Donc, quelques indices que l'on vous a mis avec des personnes qui peuvent déclarer avoir oublié leurs lunettes, s'être fait mal à la main pour pas avoir à écrire, qui vont pour certaines utiliser des phrases courtes avec un vocabulaire limité ou approximatif. Il peut y avoir aussi dans l'écriture différentes typologies d'écriture sur un même mot ou une phrase. Ça peut être aussi des personnes qui ont du mal à épeler leur identité, donc du coup vont vous tendre le document. Voilà, c'est tout autant d'indices. Attention, on parle de faisceau d'indices. Un indice n'est pas forcément indicateur d'une personne en situation d'illettrisme. On parle au global de situations, de faisceaux d'indices justement avec des personnes qui souvent se font accompagner par des proches pour écrire à leur place justement. Si on parle des chiffres, en fait, les personnes en situation d'illettrisme, ça représente 2 500 000 personnes âgées de 18 à 65 ans qui sont concernées en France par l'illettrisme. C'est 7% de la population. Alors moi, j'aime bien signifier, parce que je trouve que c'est très marquant, c'est autant que la population de Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse réunis. C'est assez énorme. Ces chiffres datent un peu, ils datent de 2011, mais il y a actuellement une enquête qui est en cours. Donc, on aura au courant de l'année l'année qui arrive, 2024, les chiffres qui vont être actualisés, puisque l'enquête avec l'INSEE et la NLCI est en train d'être finalisée. Du coup, je te laisse la parole, Audrey. Eh bien, le visage de l'illettrisme, alors les chiffres indiquent qu'en réalité, il y a plus d'hommes qui sont en situation d'illettrisme que de femmes, 60%, que 51% des personnes en situation d'illettrisme sont dans l'emploi. Ça veut dire que elles se cachent dans tous les secteurs d'activité, même si on sait qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus impactés que d'autres. Et on sait aussi que 50%, et plus de 50% même des personnes en situation d'illettrisme ont plus de 45 ans en France. Et tout ça, voilà, ça c'est fait. Ouais. Du coup, pour l'âge, si tu veux continuer sur l'âge. Oui, alors sur l'âge, en fait, il y a beaucoup d'a priori. Parfois, on nous dit les seniors, parfois on nous dit les jeunes. Aujourd'hui, on nous dit les jeunes par la perte de l'orthographe à cause des SMS, etc. L'illettrisme, on est bien au-delà de ces difficultés-là, bien sûr. Donc, effectivement, les proportions sont plus importantes au fur et à mesure qu'on avance en âge, mais l'illettrisme touche tout le monde. Et on a aussi des indicateurs assez intéressants grâce aux journées défense et citoyenneté qui ont lieu chaque année. Et là, en 2022, 11,2% des jeunes qui rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture, c'est quand même conséquent et ça mérite qu'on s'intéresse au sujet. Voilà pour notre présentation. Merci à tous. Merci, mesdames. Alors, on va pouvoir céder la parole à Aurélien Bresson, vice-président de la Fédération nationale des orthophonistes. Merci à vous, merci pour cette présentation. Donc, effectivement, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est quelle distinction on peut faire entre les troubles spécifiques du langage écrit et la situation d'illettrisme, et donc mieux comprendre en fait ces distinctions pour mieux connaître. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les troubles spécifiques du langage écrit. Alors, dans un deuxième temps, on parlera de la distinction justement entre ces TSLE. Alors, je vais essayer de faire le moins possible d'acronymes, mais vous allez voir pas mal de lettres pendant cette présentation. Et puis, je vous parlerai ensuite de la prévention et du parcours de soins en orthophonie. Alors, en fait, pour revenir sur la définition de ce que c'est que les troubles spécifiques du langage écrit, on doit vous parler des troubles du neurodéveloppement. Alors, en fait, tous ces diagnostics dont je vais vous parler, ils viennent d'un guide qui s'appelle le DSM-5, donc c'est vraiment le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, on est vraiment dans l'ordre du diagnostic et donc dans le domaine médical, quand on parle de TND, de troubles du neurodéveloppement. Et donc, le but est vraiment de pouvoir donner des clés aux professionnels de santé pour pouvoir diagnostiquer et s'entendre sur la terminologie, justement, pour parler des différents troubles et problématiques qu'on va être amené à accompagner.
Donc, les troubles du neurodéveloppement, c'est une perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif, scolaire et familial. On parle de l'enfant, mais ces troubles, après, vont continuer à l'âge adulte aussi. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, ils concernent les enfants, mais également les adultes. Alors ça, c'est le chapeau général, les troubles du neurodéveloppement dans lequel on rencontre à la fois les troubles moteurs, les troubles du développement intellectuel, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, on va parler de TDA ou de TDAH aussi. Et puis, également, dans ces troubles du neurodéveloppement, ces TND, on retrouve les troubles de la communication et les troubles spécifiques des apprentissages. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les troubles spécifiques des apprentissages, mais les orthophonistes vont être amenés à rencontrer des patients qui peuvent présenter des TND multiples de chacune de ces 6 catégories. Alors, on va ouvrir la boîte des troubles spécifiques des apprentissages parce que à l'intérieur, c'est une arborescence, hein, à l'intérieur de ces troubles spécifiques des apprentissages que vous voyez en orange, voilà, en avant-dernier, eh ben, on va devoir préciser en fait ces apprentissages. Est-ce que c'est des apprentissages qui sont des troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de la lecture, donc ce qu'on appelle plus communément les troubles spécifiques du langage écrit, les TSLE, donc qui concernent des difficultés à la fois de reconnaissance, de décodage de mots, mais aussi de compréhension écrite. C'est important. C'est ces 2 aspects de la lecture, l'aspect sémantique pour la compréhension et puis l'aspect de la reconnaissance et du décodage qui vont être importants. Et puis aussi des troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de l'expression écrite, avec notamment des difficultés à orthographier les mots et des difficultés aussi qui concernent l'expression écrite et les erreurs de grammaire. Puis le troisième aspect, c'est ces troubles spécifiques des apprentissages, mais cette fois-ci avec un déficit dans le traitement des nombres, du calcul et des troubles du raisonnement logico-mathématique. On peut appeler aussi ça les troubles de la cognition mathématique chez les orthophonistes. Donc là, on voit que ça recouvre très vite les compétences de base, les compétences socles aussi, dont on parle chez les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Alors, l'étape qui est essentielle lorsqu'on rencontre un orthophoniste, ça va être de pouvoir poser un diagnostic orthophonique, justement. Et donc, en 2021, le Collège français d'orthophonistes a écrit, a demandé à 3 experts de coordonner une revue pour écrire des recommandations de bonnes pratiques en langage écrit. Donc, ces recommandations, elles sont importantes, elles sont mises à disposition de tous les orthophonistes et de toutes les personnes qui sont intéressées par les troubles spécifiques du langage écrit. Elles sont disponibles sur le site du Collège français d'orthophonie. Et elles ont eu pour but d'harmoniser nos pratiques et d'essayer de trouver aussi un consensus, notamment dans la terminologie, d'essayer de voir comment on pouvait s'appuyer sur les chiffres aussi. Alors, on verra plus tard que, voilà, tout comme pour les chiffres de l'illettrisme, les chiffres qui concernent les TSLE peuvent varier énormément selon la manière dont on a fait le diagnostic. Alors, la première des choses que va pouvoir diagnostiquer l'orthophoniste, c'est si la personne a un trouble du langage écrit, mais un trouble du langage écrit qui est secondaire à d'autres facteurs. Voilà, c'est cette première bulle qui apparaît. Donc, pour diagnostiquer ces trois aspects, hein, le TLE et puis le TLSLE qu'on verra plus tard, effectivement, c'est chez des personnes qui ont des symptômes qui perdurent, des lectures de mots inexactes, ou bien de la production à l'écrit qui est difficile, ou bien une lenteur aussi. Ça, c'est important, c'est un facteur qu'on doit prendre en compte. C'est effectivement la dimension temps, parce que ça veut dire aussi que le déchiffrage en lecture ou en écriture ou la compréhension demande un coût cognitif important qui fait que pour la personne, qui met la personne en difficulté. Donc ça, c'est un des aspects, et ça veut dire qu'on va utiliser des tests formalisés, notamment nos bilans orthophoniques, nos tests orthophoniques, mais pas que. On va aussi s'appuyer sur une anamnèse, on va s'appuyer sur un entretien en fait avec le patient, sa famille, le patient enfant ou adulte et sa famille. Donc il faut aussi que les compétences soient bien en deçà de ce que l'on attend pour son âge ou pour son niveau d'études, ça c'est important.
et puis aussi qu'il y ait déjà eu des moyens de remédiation qui aient été mis en place. Donc ça, c'est des facteurs communs au TLE et au TSLE qu'on verra après. Ce qui les distingue, c'est que dans le trouble du langage écrit, cette première catégorie qui est entourée, effectivement, les difficultés en langage écrit peuvent être expliquées par des facteurs, sont secondaires d'une certaine façon à des facteurs. Et des facteurs qui sont divers, c'est-à-dire qui peuvent être expliqués à la fois par des troubles psychosociaux, par exemple, par un handicap intellectuel, par de l'adversité, psychosociale, par un manque de maîtrise de la langue, par un détournement des apprentissages, par un enseignement pédagogique inadéquat. Donc, en quelque sorte, en fait, ces patients qu'on va retrouver dans cette catégorie-là correspondent à ceux dont vous avez parlé juste avant, Audrey et Véronique, c'est-à-dire à ces personnes en situation d'illettrisme. Donc, on va retrouver dans cette catégorie, chez ces faibles lecteurs non dyslexiques, un grand nombre de personnes en situation d'illettrisme. Quand le trouble n'est pas secondaire ou expliqué par ces facteurs de complexité, que je vous ai cités, handicap intellectuel, adversité psychosociale, manque de maîtrise de la langue ou enseignement inadéquat, à ce moment-là, on va pouvoir dire que le trouble est spécifique, c'est-à-dire qu'il il est en lui-même, c'est un trouble qui touche le langage écrit en tant que tel. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir poser le diagnostic de trouble spécifique du langage écrit. On a jugé bon, et c'était vraiment important, les auteurs de ces recommandations de bonne pratique, et plus largement les orthophonistes, se rendent compte que on observe vraiment une distinction entre ceux on appelle les dyslexiques, qu'on appelait les dyslexiques jusqu'à présent, c'est-à-dire ceux qui ont un trouble spécifique du langage écrit, mais sans trouble de la compréhension orale, et ceux qui ont un trouble spécifique du langage écrit associé à un trouble de la compréhension orale ou secondaire à un trouble de la compréhension orale. Et donc, on a réuni ces personnes qui ont un TSLE avec un trouble de la compréhension orale, on les a associés aux faibles lecteurs, parce que le travail ne sera pas que porté forcément sur la rééducation du langage écrit, mais va associer aussi toutes les difficultés que les personnes peuvent présenter en langage oral et notamment en compréhension orale. Donc, pour résumer, on a les troubles du langage écrit secondaires, les troubles spécifiques du langage écrit qui peuvent être accompagnés de compréhension orale, les TSLE avec troubles de la compréhension orale. Ensemble, ils forment les faibles lecteurs, donc non dyslexiques, et les troubles spécifiques du langage écrit, spécifiquement qui sont sans trouble de la compréhension orale. À ce moment-là, on va retrouver ce qu'on appelle les dyslexiques. Alors, on a vu qu'effectivement, on pouvait rencontrer des personnes en situation d'illettrisme chez ceux qui ont un TLE, un trouble du langage écrit, mais en fait, c'est là que c'est important, on va également retrouver une plus forte proportion de personnes en situation d'illettrisme aussi chez ces personnes qui présentent un TSLE. D'où l'importance de pouvoir effectuer ce diagnostic, et ça, c'est un diagnostic orthophonique qui peut être posé justement pour repérer chez des faibles lecteurs identifiés ou chez des personnes en situation d'illettrisme, si on n'est pas passé à côté justement d'un trouble spécifique du langage écrit qui n'aurait pas été pris en compte. Alors justement, on arrive sur cette deuxième partie, illettrisme et ou TSLE, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose d'exclusif. En effet, environ 20% des jeunes adultes en situation d'illettrisme présentent une dyslexie. Donc, on est encore sur des chiffres qui sont anciens et on attend avec impatience justement ces nouveaux chiffres qui vont apparaître. Donc, on voit qu'on est au-delà des proportions dans la population actuelle. Illettrisme, 7% des 18-65 ans. TSLE, 6,6% d'une classe d'âge, mais selon effectivement qu'on compte le TSLE, les dyslexiques, ou les personnes en difficulté avec le langage écrit, on peut monter, on peut trouver des chiffres qui vont du simple au double. L'illettrisme ou le TSLE, qu'est-ce que c'est? Alors, l'illettrisme, on est plutôt dans une situation, effectivement, comme on a pu le citer, alors que le TSLE, comme vous avez pu le voir, on est dans le cadre du diagnostic, de la pathologie, d'un trouble, donc quelque chose qui va nécessiter une réponse aussi, un accompagnement par un professionnel de santé ou par un professionnel de soins. Quelles sont les causes? Alors,
L'illettrisme, je ne vais pas revenir sur la présentation faite par Audrey et Véronique, mais elles sont multiples, hein, puisque voilà, elles englobent des causes sociales, familiales, professionnelles, des difficultés d'utilisation. Le TSLE, par contre, les causes du TSLE sont avant tout neurodéveloppementales, c'est-à-dire qu'elles sont déjà en partie génétiques. Ça veut dire que on a des grandes chances de retrouver chez un enfant TSLE ou chez un adulte TSLE des antécédents chez les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents aussi, de personnes en difficulté avec le langage écrit qui présentaient un TSLE. Ça veut dire aussi que il y a des composantes génétiques, ça va toucher aussi au fonctionnement cérébral et qu'on va pouvoir retrouver aussi, par exemple, d'autres difficultés associées, par exemple, visio-attentionnelles ou bien des troubles phonologiques. Qui est concerné? Alors, dans l'illettrisme majoritairement des adultes, hein, puisque comme on le disait, c'est une situation dans laquelle on est après avoir bénéficié d'un apprentissage de la langue. Chez les TSLE, ça va concerner des enfants, c'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer ces troubles spécifiques du langage écrit des 6 mois après l'apprentissage de la lecture, et si des mesures ont été mises en place, des mesures pédagogiques ont été mises en place pour accompagner ces enfants. Mais surtout, c'est important de passer le mot, chez les adultes. Et très souvent, on va rencontrer des adultes qui n'ont peut-être pas bénéficié de séances d'orthophonie, par exemple, parce que justement, leurs difficultés sont pour passer inaperçues par tous les mécanismes que vous avez pu décrire également. Et puis finalement, ça va être dans le monde du travail, quand il va y avoir des demandes particulières ou quand ils vont pouvoir aborder le sujet aussi, et savoir qu'ils peuvent être accompagnés par des orthophonistes qui vont pouvoir se tourner vers un orthophoniste ou une orthophoniste. Quelles actions? Donc forcément, différencier, c'est pouvoir proposer des actions adaptées, différentes. L'illettrisme, vous avez parlé du réapprentissage à différents niveaux. Dans le cadre des TSLE, on va, enfin voilà, et des troubles 10 aussi, c'est quelque chose qui ne se soigne pas, mais par contre qui va pouvoir se compenser. Donc le but de la rééducation orthophonique va être d'adapter et de compenser au mieux ces difficultés pour que la personne puisse évoluer dans son quotidien, dans sa vie professionnelle au mieux. Compensation et aussi allègement, je dirais, parce que c'est important de garder en tête qu'effectivement, toutes les stratégies qui vont être mises en place pour compenser ces difficultés de lecture et d'écriture, eh ben, elles vont avoir un coût énorme, un coût cognitif. Et donc, il va falloir être vigilant justement à ce que le travail qu'on met en place avec la personne qui a un TSLE puisse ne pas surcharger ses capacités attentionnelles. Où s'orienter? Alors, pour l'illettrisme, c'est important de le rappeler aussi, il y a ce numéro vert illettrisme qui est une ressource pour nous les orthophonistes, et puis pour tous les professionnels de l'enseignement du soin, c'est important de le connaître parce que ça permet vraiment, on peut aborder ce sujet-là avec les patients qu'on peut avoir et qui sont en situation d'illettrisme, et puis on peut les orienter plus justement. Et puis pour les TSLE, eh bien, c'est important de pouvoir les orienter vers un professionnel de santé, médecin parce que c'est souvent le médecin qui prescrit, et aussi depuis peu orthophoniste, puisque dans certains lieux, on peut téléphoner, avoir accès à un orthophoniste aussi directement et avoir accès à un bilan orthophonique sans prescription médicale dans certains lieux. Donc, médecin orthophoniste et des orthophonistes, vous pouvez aussi être mis en lien avec les orthophonistes via le site Allo Ortho que vous présentera Élodie un petit peu plus tard. C'est ce que j'allais dire, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, je suis maître du temps, j'ai un rôle un peu compliqué, mais si on veut vous pouvoir avez trouver raison. des ressources, et comme on a aussi des questions sur les ressources, mais je vous laisse poursuivre sur le volet de la prévention. Bien sûr. Et donc, du coup, on entre directement dans la question des 2 axes principaux pour les orthophonistes. La prévention, j'ai déjà pu en parler à tous les âges de la vie. On sait qu'il y a une continuité évidente entre un bon langage oral, qui est un facteur de prévention vraiment pour éviter d'entrer dans l'illettrisme. Donc, on a vraiment des actions de lutte contre l'illettrisme. Un bébé, un livre, justement, qui permet d'agir en maternité, en lieu d'accueil parents-enfants, en PMI. On a aussi l'action lire à l'école. Tout ça, ça a pour but de pouvoir
mettre le livre au centre de la vie de l'enfant le plus tôt possible. Hein. Voilà, montrer que le livre, c'est un partenaire des interactions qui participe au développement de l'enfant et donc que c'est un facteur de prévention contre l'illettrisme. Ce site est important à connaître parce qu'il est dédié à tous les professionnels de l'éducation, Prévention, sur lequel vous trouverez des guides et des livrets justement qui permettent de diffuser des affiches, des guides, des informations à destination des professionnels de l'éducation, de tous les professionnels de la petite enfance. On a constitué ce guide, Prévention langage 0-3 ans aussi, qui permet d'accompagner les parents et les enfants. La plateforme PPSO et le site Allo Ortho, que je ne vous présenterai pas davantage, qui est par contre à destination du grand public. Et enfin, la FNO a diffusé aussi des supports pour les orthophonistes, notamment cet iceberg de l'illettrisme, qui vise justement à informer nos collègues sur les spécificités de l'illettrisme, de l'électronisme, et puis aussi à avoir les bons réflexes quand ils sont dans une situation, quand ils rencontrent un patient qui est dans cette situation d'illettrisme. Et enfin, le dernier point, c'est la question du parcours de soins. Donc, le parcours de soins va être différent et complémentaire de celui que vous allez pouvoir avoir dans le parcours de l'illettrisme. En premier lieu, prévenir grâce aux actions que je vous ai présentées, grâce à la diffusion de ressources importantes sur le site Nos Prévention et Allo Ortho. Repérer et dépister grâce aux outils qu'on peut avoir, grâce au bilan orthophonique aussi et à l'entretien orthophonique, l'évaluation. La pose de diagnostic qui est essentielle, effectivement, car à diagnostic différent, on n'accompagnera pas de la même manière les personnes qu'on va rencontrer. Et puis intervenir, prendre en soin, compenser, comme j'ai pu le dire, de manière adaptée pour chaque patient qu'on va pouvoir rencontrer. Et enfin, en dernière slide, le site InziCare, sur lequel vous allez pouvoir, si vous êtes en attente d'un rendez-vous chez l'orthophoniste, c'est une plateforme, une liste d'attente commune, justement, sur lequel les patients peuvent s'inscrire, les personnes qui sont en attente d'un rendez-vous chez l'orthophoniste peuvent s'inscrire, ce qui permet vraiment de pouvoir avoir accès plus facilement à un orthophoniste. Ça mutualise les demandes et donc, du coup, ensuite, vos demandes sont adressées aux orthophonistes qui sont les plus proches de chez vous. Voilà, je crois que j'ai terminé la présentation. Je vous laisserai répondre, je répondrai aux questions un petit peu plus tard. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Aurélien. Alors, on a répondu à un certain nombre de questions dans le module questions-réponses et on a plusieurs questions qui portent sur le facile à lire et à comprendre. Alors, juste un petit point de distinction puisque une personne a évoqué également le FAL. Hein, ce sont vraiment deux démarches différentes. Le FAL, il s'agit des espaces faciles à lire en bibliothèque avec des ouvrages présentés de front qui sont adaptés avec des publics en situation d'empêchement avec l'écrit. Hein, donc, c'est un label qui est donné au réseau de lecture publique pour mettre à disposition ces ouvrages faciles à lire. On prépare côté ANLCI un guide début 2024 justement autour de ces espaces. Donc, je mettrai également un lien dans le fil de conversation. Et le facile à lire et à comprendre. On a beaucoup de questions à ce sujet qui en effet une modalité de simplification après de communication, de langage pour transmettre des informations simples. Et donc, beaucoup de personnes se demandent comment se former au FALC, comment s'outiller. Alors, je sais qu'il y a beaucoup également de centres ressources illettrisme qui participent à ce webinaire, donc ils peuvent tout à fait à loisir, puisqu'ils ont des actions régulières dans ce sens, utiliser le fil de conversation pour porter aussi des témoignages sur le sujet. Mais peut-être si l'un de vous veut apporter un complément à ce sujet, ça peut être le moment de le faire ou bien de laisser mûrir la question pour la fin de session à votre convenance. Alors, je m'adresse ici aux participants au webinaire autour du facile à lire et à comprendre, qui est vu un peu comme une solution magique, mais il faut savoir que plus simplement sur la question de l'accessibilité, je vous mets dans le fil de conversation également un guide qu'avait produit la NLCI, communiqué pour tous pour une information accessible. Voilà, il existe également beaucoup de ressources sur la question de l'accessibilité simplement de l'information et qui peuvent bien évidemment bénéficier à toutes et tous. Voilà, est-ce qu'il y a un complément d'information sur ce sujet?
bon, on reprendra peut-être la question tout à l'heure. Donc, je vais proposer à Pauline Favergeon une focale sur l'outil EVA. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Je vais tout de suite du coup vous partager mon écran pour assurer cette présentation. Hop là. Normalement tout est bon de votre côté. Hop. Donc du coup je vais vous présenter l'outil EVA. Donc qu'est-ce que EVA? EVA est un outil numérique de prépositionnement simple et rapide des compétences de base. C'est sous forme de mini-jeu où l'utilisateur va passer de bâtiment en bâtiment pour évaluer ses différentes compétences. Donc les compétences de base français et mathématiques et les compétences transversales. EVA est majoritairement mobilisé en entrée de parcours par les structures de l'accompagnement, comme les missions locales, les pôles emploi, etc. Le but est de faire un état des lieux tout de suite afin de détecter des situations d'illettrisme. On va retrouver plusieurs parcours possibles sur EVA. Donc, tout d'abord, le parcours complet où vous allez pouvoir évaluer à la fois les compétences transversales, vous voyez ici, et les compétences de base. L'utilisateur, du coup, comme je vous l'ai dit, va passer de bâtiment en bâtiment pour évaluer ces différentes compétences. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire passer uniquement le parcours compétences transversales ou uniquement le parcours compétences de base. Comment s'organise donc du coup le test EVA? On va passer par plusieurs bâtiments et avant de commencer, on va proposer deux options. Une première option pour vérifier que l'utilisateur maîtrise suffisamment l'outil informatique pour passer EVA, et aussi une option qui s'appelle Bienvenue, qui est un questionnaire d'auto-positionnement. Le but est voilà, d'auto-évaluer, que la personne puisse s'auto-évaluer vis-à-vis de ses compétences, ce qui va aider derrière pour la restitution des résultats. En termes d'activités différentes, donc on va passer tout d'abord par le bâtiment tri, donc on va évaluer ici les compétences transversales, où l'utilisateur va devoir classer les bonbons en fonction de leur forme et de leur couleur, et les prendre et les placer du coup au bon endroit. Second exercice, c'est du coup l'exercice contrôle. Donc là, on a reproduit une chaîne de production et on va devoir classer les biscuits en fonction de s'ils sont conformes ou non au modèle situé au centre. Donc, si le biscuit est conforme, l'utilisateur va le placer sur la gauche, s'il est non conforme, du coup, sur la droite. Donc là, on est toujours dans l'évaluation des compétences transversales et on a aussi, du coup, le dernier exercice qui est inventaire. Là, l'utilisateur va devoir ouvrir les différentes boîtes, identifier le produit qui se trouve à l'intérieur et du coup, compter le nombre de quantités à l'intérieur et ensuite saisir tout ça dans le tableau de saisie qu'il a juste en dessous. Ensuite, on passe au bâtiment, du coup, sécurité. Là, on a différentes situations de danger. Donc, l'utilisateur va devoir repérer ces situations de danger. Il y en a 5 exactement. Cliquer sur la situation, dire si oui ou non il y a un danger et identifier le type de danger. Donc, voilà pour l'évaluation des compétences transversales. Ensuite, on va passer sur l'évaluation des compétences de base par ce premier exercice. Où l'utilisateur va devoir, donc il a un robot, il va devoir apprendre au robot à parler français, et pour cela, il va devoir lui dire si les mots qui s'affichent à l'écran sont français ou non. Donc, si le mot est français, il va cliquer sur la gauche, et si le mot n'est pas français, sur la droite. Toujours dans l'évaluation des compétences de base, on va passer au bâtiment, du coup, livraison. Là, l'utilisateur va se mettre dans la peau d'un livreur et va devoir organiser sa tournée de colis. Durant cette tournée, il va rencontrer différents obstacles. Comme là, ici, on voit que le mot « bureau » a été effacé. Il va devoir retrouver la bonne orthographe du mot et valider. Autre exemple du module livraison. Vous avez 5 jours pour livrer 210 colis. Combien allez-vous devoir en livrer en une journée? Et ensuite, dernier bâtiment, on passe au bâtiment objet trouvé. C'est sous forme un peu de serious game où l'utilisateur va devoir retrouver sa collègue. Sa collègue Sophie a perdu son téléphone, il l'a retrouvée. Il va devoir donc fouiller le contenu de son téléphone pour retrouver du coup sa collègue. Il va donc devoir consulter son agenda, lire ses messages et écouter son répondeur. Toujours dans l'objectif de retrouver Sophie.
Et ensuite, on passe au dernier bâtiment, qui est le bâtiment résultat. Il faut savoir que l'utilisateur, lui, n'a qu'une restitution partielle de ses résultats. Ça sera au professionnel de faire la restitution dans son intégralité. Et ce qui est très intéressant avec Eva, donc côté utilisateur, il va avoir uniquement la restitution de ses compétences maîtrisées, donc uniquement de ces 2 compétences transversales maîtrisées. Le but est toujours de mettre en confiance l'utilisateur. Donc là, on voit par exemple qu'au niveau des compétences maîtrisées, c'est la vitesse d'exécution et comparaison et tri. Et quand on clique sur En savoir plus, l'utilisateur va avoir accès à une liste de métiers où cette compétence est mobilisée. Donc on voit ici sur la gauche et sur la droite, vous avez la liste des métiers. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on met en avant les métiers en tension qui sont du coup soulignés. Côté du coup professionnel, donc vous allez avoir forcément la restitution des résultats dans leur intégralité et ces compétences sont affichées par ordre de maîtrise. Donc là, on est sur les compétences transversales. Donc les compétences transversales les plus maîtrisées sont situées au-dessus et les moins maîtrisées en dessous. Donc il faut toujours bien se fier à la jauge qui va définir le niveau de maîtrise. Au niveau des compétences transversales évaluées, donc du coup, vous avez 7 compétences transversales. Ensuite, on passe du coup à la restitution des compétences de base, donc français et mathématiques. Et là, ce qui est hyper intéressant avec Eva, c'est qu'en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir si la personne est en potentielle situation d'illettrisme ou non. Vous avez un encadré de couleur ici. Si l'encadré est de couleur orange, c'est que la personne est en potentielle situation d'illettrisme ou FLE. Si l'encadré est de couleur bleue, c'est que la personne a un niveau intermédiaire. Et si l'encadré est de couleur vert, c'est que son niveau en compétences de base est suffisant pour passer une certification comme CLEA par exemple. Ça ne veut pas dire que la personne aura forcément cette certification, mais que son niveau en compétences de base est suffisant. Et en dessous, vous avez le détail des sous-compétences en français, donc connaissance et compréhension du français, grammaire et orthographe, et utilisation des informations à disposition. Et pareil pour les mathématiques. En dessous, vous avez l'échelle de positionnement, CEFR et CNEF pour les personnes n'ayant pas étudié en France. Et juste en dessous, vous avez la correspondance avec les profils de l'ANLCI. Voilà pour l'outil EVA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, j'avais un petit problème justement avec le module de questions. Alors, excusez-nous, parfois on rejette sans le vouloir vos questions, ce n'est absolument pas volontaire. On a eu pas mal de questions sur l'outil EVA, Pauline, et notamment la dernière, mais alors je n'arrive pas à la voir de mémoire. C'est pour savoir si le logiciel EVA peut permettre justement d'identifier des troubles 10. Non, EVA, c'est vraiment pour l'évaluation des compétences de base et des compétences transversales. Et c'est en évaluant justement les compétences de base, du coup, qu'on va pouvoir voir si une personne est en situation d'illettrisme ou non. Une autre question pour savoir si c'est un outil réservé aux professionnels ou si un centre de formation peut l'utiliser. Oui, les centres de formation peuvent l'utiliser, c'est accessible à tous. Très bien. Voilà, encore une fois, vous pouvez... alors, est-il vendu aux professionnels? Quel tarif? Où l'acheter? Alors, je mettrai également dans le fil de conversation les contacts directs de Martin et Pauline. Martin Griffot qui supervise le service à l'agence et bon, les équipes EVA pilotées par la NLCI proposent régulièrement des sessions de présentation également. Hein. Je vais mettre dans le fil de conversation les prochains rendez-vous. Exactement. Alors, donc EVA est un outil proposé par la NLCI qui est 100% gratuit. Et comme vous l'avez dit, on propose régulièrement des webinaires pour présenter plus en détail l'outil. Il ne faut pas hésiter du coup à s'inscrire. Il y en a un demain d'ailleurs, justement. Très bien, bah merci, merci à vous, Pauline. On va peut-être passer du coup à Allo Ortho. Alors, je profite pour proposer à nos collègues côté FNO de peut-être répondre aussi dans le module questions-réponses. Il y a beaucoup de questions qui portent plutôt sur le volet voilà, ortho. Donc, si vous pouvez traiter les questions. Et je vous laisse la parole, Madame Pascual. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien le diaporama.
Pour l'instant, non. Non. Alors, attendez, on va remettre ça. Est-ce que Pauline a bien arrêté le partage? Voilà, ça y est, Je c'est pense bon, qu'on est bon. il arrive, c'est très bien. En plein écran? Alors, bonjour à Parfait, c'est bon. tous. Voilà, donc je vais vous proposer de découvrir le site qui s'appelle donc Allo Ortho. Allo Ortho, c'est un site qui a vu le jour en 2019. Et alors, on va voir finalement, c'est quoi, c'est qui, à quoi ça sert ce site. Et après, on va voir le projet plus global derrière Allo Ortho, tout ce qu'on peut proposer. Alors, Allo Ortho, c'est donc, hop là, pardon, hop là, excusez-moi, un site donc que vous pouvez trouver sur tous les moteurs de recherche. Et donc, vous tombez sur ce qu'on appelle cette home, donc la première page. Et finalement, le projet, c'était vraiment de proposer à tous les internautes qui se posent la question euh, d'un rendez-vous, d'un bilan, est-ce que j'y vais pas, c'est trop tôt, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un bilan ou pas, est-ce que je peux faire des trucs à la maison, enfin voilà, on a essayé de répondre finalement aux questions qu'on nous posait souvent au téléphone dans nos cabinets en libéral. Donc, on a essayé de ranger un maximum d'informations le plus clairement possible sur ce site, avec, comme vous le voyez, dans le menu, les articles qui sont classés par domaine, parce que parfois, des parents vont s'intéresser que au langage ou des adultes vont s'intéresser que à la mémoire. Et parfois, on va s'intéresser plutôt à une tranche d'âge avec toutes les difficultés qu'on peut y rencontrer. Voilà. Donc, on a essayé de faire un site accessible vraiment à tous, avec des articles qui sont organisés un petit peu toujours sur le même schéma, c'est-à-dire essayer de finalement d'une question, d'une observation des parents, de la famille, de l'environnement ou même du patient, d'essayer de comprendre les difficultés, parce qu'une fois qu'on a mis des mots sur une difficulté, c'était quand même important d'essayer de voir comment ça pouvait finalement fonctionner et comment on pouvait vivre au mieux dans le quotidien avec des conseils d'orthophonistes. L'idée aussi, c'était d'essayer de visualiser facilement le parcours de soins. Par exemple, de se dire que c'était important de passer chez un médecin pour avoir une ordonnance, pour aller peut-être faire vérifier les oreilles quand on avait un enfant qui ne parlait pas bien. Parce que c'est vrai que ça tombe pas forcément sous le sens de se dire que un enfant qui ne parle pas, c'est peut-être qu'il n'entend pas. Donc, avant de peut-être appeler un orthophoniste, commencer peut-être son parcours de soins par une visite chez l'ORL, donc chez l'otorhinolaryngologiste, pour faire vérifier l'audition d'un enfant. Ou voilà. Enfin, en tout cas, on a essayé de créer des parcours de soins faciles pour les internautes. Après, se pose aussi la question, finalement, est-ce que j'ai quand même besoin d'un orthophoniste ou pas? Et donc, on a essayé de rédiger des articles de façon assez claire, mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même, mais on n'est pas là pour rien aujourd'hui, de se dire que parfois la lecture n'était pas si évidente que ça. Donc, on a proposé les articles lus en podcast. Donc, l'objectif, c'était de se dire que les, les, les articles d'Allo Ortho sont plutôt une parole d'orthophoniste à l'oral qu'on a écrit, plutôt qu'un article un peu théorique. Donc, comment ça se passe? Alors, vous avez, quand vous cliquez sur Accueil, vous avez tous les articles. Et ici, finalement, on voit qu'on a, là, j'ai les 3 derniers qui sont sortis, là. On va avoir pas mal de problématiques. Alors, pour les petits, les adultes, on a essayé aussi de se rendre compte que finalement, on peut avoir une pathologie enfant qui se poursuit en étant adulte et on n'a pas les mêmes solutions, mais on en a quand même. Donc, c'était important pour nous de valoriser aussi les pathologies d'adultes sur ce site. Alors, par exemple, on voit qu'on a un article ici.
Alors, on peut seulement lire le résumé si on a besoin, mais on peut écouter l'article ou l'imprimer. On a aussi un petit logo avec un casque et un petit triangle. On a essayé de développer deux possibilités d'arriver à écouter l'article. Donc ici, quand vous cliquez, vous tombez sur, voilà, vous écoutez l'article qui dure 4-5 minutes, 4-5 minutes d'écoute. Il y a aussi, on s'est dit que parfois on avait des plateformes de podcast de musique et on retrouve également ces articles lus sur YouTube, sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de musique. C'était important vraiment pour nous de se dire qu'on n'était pas forcément toujours devant un ordinateur quand on avait besoin d'informations, qu'on était peut-être souvent avec son téléphone dans une salle d'attente ou même en marchant, et que parfois l'information, on pouvait juste l'écouter et que on avait exactement la même info. Alors, on a essayé aussi de se connecter aux réseaux sociaux avec on a sélectionné 3 réseaux sociaux. Facebook, parce qu'on est plutôt sur une tranche 30 et plus. Instagram, où là, on est sur une tranche de personnes peut-être plus jeunes. Et LinkedIn, parce qu'on voulait vraiment mettre un accent fort sur les adultes et sur leurs difficultés au quotidien. Et on s'est dit que LinkedIn, ça pouvait aussi être un réseau social finalement pour lequel on n'arrive pas forcément en premier lieu sur des questions de santé, mais qui pouvait quand même toucher pas mal d'adultes. Alors ici, on peut voir que dans le menu, on retrouve les principaux domaines, donc le développement, l'alimentation, le langage, la lecture, l'orthographe, le calcul ou tout simplement parfois la concentration, la voix, l'audition et la mémoire. Et on classe aussi, donc comme je vous l'ai dit en début de présentation, plutôt par âge, parce qu'on s'est dit que parfois on avait juste besoin des articles des plus de 18 ans, ou quand on était jeune parent et qu'on était angoissé, on avait peut-être besoin que du 0 à 1 an. Donc on a essayé de trouver des classements les plus, les plus simples et les plus naturels en fait pour les internautes. Il faut savoir aussi que donc tous les articles sont écrits par des orthophonistes. Et vraiment, notre credo, c'est de se dire que quand on prend notre téléphone et qu'on a un patient qui a une question ou même une famille qui nous appelle, c'est la plupart des informations qu'on va donner à l'oral. Bien ici, en fait, on les rédige parce qu'on s'est dit, c'est bien de répondre à la personne qui nous appelle dans notre cabinet, mais si on peut aider euh, plein de familles en même temps, c'est quand même mieux. Et il faut savoir que Allo Ortho, c'est à peu près 10 000 personnes par semaine qui passent, entre 10 et 15 000. Donc c'est vrai qu'on s'est dit que c'était quand même chouette de pouvoir proposer cette même réponse à 10 ou 15 000 personnes en même temps. Alors, comme on a essayé d'étoffer, on s'est dit que c'était pas seulement les articles, on essayait aussi de construire des ressources, c'est-à-dire de proposer, alors là on le voit un petit peu en bas de l'image, les étapes du développement du langage. Donc par exemple, on a créé on a repris des ressources. Alors ce document a été créé par la Fédération nationale des orthophonistes. Et l'idée, c'est d'avoir pour les parents, pour les familles, des repères un petit peu sur, par exemple, les étapes du développement du langage. Alors voilà, toutes les ressources qu'on peut trouver, on essaye qui sont validées par des orthophonistes, on les met dans ressources. On essaye aussi de mettre en lumière les actualités pour les journées mondiales parce qu'on trouve que c'est quand même important, vu le nombre de familles qui passent sur le site chaque semaine, de valoriser ces journées nationales qui rendent hommage à une pathologie ou qui parlent d'un sujet qui peut toucher pas mal de familles. On a essayé aussi d'aider les familles à décortiquer, par exemple, à travers le dico des familles. Quand on est face à des professionnels de santé, on a parfois des termes un peu techniques de pathologie qui sont pas évidents à comprendre. Et il faut savoir que, par exemple, même pour le mot tout simple qu'on a, le mot vocabulaire, eh ben, dites-vous que les orthophonistes ne mettent pas du tout la même signification qu'un médecin, que le grand public. Donc, c'était important
d'avoir tous le même langage pour mieux se comprendre et de pouvoir aussi poser des questions quand on est face à des professionnels parce qu'on hésite, parce qu'on n'a pas les mots, parce que c'est pas évident de se comprendre parfois. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de faciliter tous les entretiens avec les professionnels de santé à travers ce DICO des familles qui est encore en construction, parce qu'on a encore plein de choses à mettre dedans. Voilà. Alors, il faut savoir que le site Pour la Allo fin, Ortho est... ouais, parce qu'on a encore les témoignages qui arrivent et puis la plaquette, on va essayer de faire un petit peu plus rapide si c'est Alors, je vous promets, j'ai bientôt fini. Il est répertorié par amélie.fr et vraiment, on a essayé d'orienter pour qu'on ait une entrée vraiment simplifiée dans le parcours de soins. Alors, on va le voir tout de suite. Vous allez sur un article et finalement, vous dites, bon, bah, c'est sympa, mais c'est pas, j'ai quand même pas toutes mes réponses. Donc, il suffit de cliquer sur cette bannière violette et de continuer. Et ici, en fait, derrière, on a essayé vraiment de développer un projet beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le projet PPSO, c'est donc une plateforme de prévention et soins en orthophonie qui regroupe, alors pour l'instant, il est présent dans 6 régions en France. Et ce qu'on aimerait, c'est un déploiement vraiment national. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez rempli un questionnaire et vous souhaitez, donc vous allez être mis en contact téléphonique avec un orthophoniste régulateur qui va prendre votre demande, qui va vous donner des conseils de prévention, des conseils vraiment d'adaptation et qui va essayer vraiment de préciser votre demande et qui va à la fin vous trouver, essayer au plus vite, au mieux. Mais bon, on sait bien que on a quand même souvent beaucoup d'attentes chez les orthophonistes. Mais en tout cas, c'est une solution qui est gratuite et qui essaye de vous trouver l'orthophoniste le plus près, le plus proche de votre domicile. Donc, ce qu'on a essayé de faire derrière, c'est vraiment un accès aux soins facilité. Et cette deuxième partie est financée par les ARS, les agences régionales de santé. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Pascual. Alors, on va pouvoir justement présenter un outil de synthèse puisque nous avions en 2015 réalisé avec nos partenaires EFENO une première plaquette de sensibilisation qui avait été très demandée, plusieurs fois retirée, réimprimée, qui avait même fait l'objet d'un petit support de présentation pour équiper les bureaux des médecins du travail, des professionnels de santé, pour se mettre les idées au clair avec ce parcours vers l'autonomie des deux côtés du prisme. Donc, je vais proposer à Audrey Colna de nous présenter rapidement cette plaquette et qui est en ligne là, ça y est, depuis tout à l'heure sur nlci.gouv en une. Je remettrai le lien dans la conversation au besoin. Alors, est-ce bon? Est-ce qu'on voit bien la plaquette? Tout à fait. Voilà. Alors, je vais aller très rapidement parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés, y compris la mise à jour. Merci Virginie. Voilà, donc cette plaquette est en réalité celle qui a été publiée et qui en fait a fait l'objet d'une révision. Donc vous trouverez, comme sur la première plaquette, la mise en parallèle en fait du point de vue de l'illettrisme et du point de vue de l'orthophonie. Donc sur une double page. Alors là, ça se voit pas parce que c'est un PDF, mais du coup, on va reparler des chiffres, des éléments essentiels qui ont été aujourd'hui partagés avec vous, les définitions, les chiffres, quelques repères. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça sur le site de la NLCI, puisqu'on attend ensuite les chiffres de 2024 de l'enquête de l'INSEE pour refaire cette plaquette. Donc, en attendant, nous avons modifié la terminologie pour nous adapter en fait à celle voilà, utilisée aujourd'hui. Et surtout, nous avons remis à jour les chiffres et les témoignages. Alors tout à l'heure, Aurélien avait mis cette page de compenser les troubles spécifiques du langage écrit. Donc vous la connaissez déjà. Je vais très vite dessus pour arriver aux définitions pour tous les professionnels, agir dans le parcours de soins, etc. Le numéro vert, à nouveau rappelé à chaque fois qu'on se trouve en face d'une personne en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul sur un territoire. Les liens sont actifs, n'hésitez pas à l'utiliser aussi en ligne. Et enfin, donc ici, des nouvelles têtes dans les témoignages avec, donc merci, pas mal de professionnels qui ont accepté
de se prêter au jeu des témoignages. On va retrouver Aline tout de suite, mais aussi les orthophonistes de La Réunion, Emeline Thévenin du CRI de l'Aisne, et puis Aurélien Bresson pour l'AFNO et Magali Dussour, voilà, qu'on remercie pour leur participation. Voilà. Et enfin, vous avez qu'est-ce que c'est que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme? Qu'est-ce que la Fédération nationale des orthophonistes? On retrouve le site aussi FNO Prévention, pardon, qu'on a abordé tout à l'heure, INSI, pour trouver un professionnel près de chez soi. N'hésitez pas à la diffuser. Et voilà nos coordonnées respectives. Merci beaucoup Audrey. Donc voilà, c'est cette plaquette qui est désormais disponible. Donc je vais proposer d'entamer tout de suite la partie des témoignages pour que l'on puisse ensuite creuser des questions, en sachant qu'on a enregistré également au fil. Alors comme on est un peu au four et au moulin, on n'arrive pas forcément à répondre à toutes les questions, mais je vais vous partager un support de synthèse qui vous permettra aussi de vous mettre les idées au clair sur les modules au sein d'EVA, la partie EVACOB, et également avec un niveau de détail, mais encore une fois, on se tient à disposition pour creuser ces questions à l'agence et tout particulièrement Martin Griffaut. Voilà, donc je vais proposer à Elsa Wesbecher de prendre la main pour ce bloc dédié au témoignage. Bonsoir à tous et à tous. Moi, quand l'agence m'a invitée à participer, la demande qui était faite, c'était un peu plus de cibler aussi un facteur en plus qui est celui du multilinguisme et du bilinguisme, parce que j'exerce dans un secteur où j'ai beaucoup de patients qui arrivent avec pas cette problématique, non, avec ce facteur en plus, et où on se pose forcément des questions en plus. Et on m'a demandé plutôt du coup de vous faire un témoignage par rapport aux petits patients que je reçois d'un point de vue du langage oral. Donc déjà, j'aimerais rappeler avant toute chose que le bilinguisme, pour le coup, c'est pas une pathologie. C'est véritablement une chance dans un bilinguisme typique ou même plurilinguisme, quand tout se passe bien. On sait que ça affecte le bilinguisme profondément le cerveau, au bon sens du terme, hein, ça développe vraiment, il y a des vrais changements au niveau des structures, au niveau de la fonction du cerveau, et c'est une vraie chance pour le cerveau, c'est un facteur protecteur quand on vieillit aussi, de maîtriser plusieurs langues, même si on les apprend tardivement. Donc ça, c'était important de le redire. Ensuite, quand on accueille une personne bilingue, ce qui est important d'observer, de regarder, c'est bien sûr la maîtrise de sa langue maternelle, surtout chez un petit. Alors bien sûr, ça va dépendre, il faut se poser pas mal de questions quand on reçoit la fratrie, si cette fratrie, elle est arrivée depuis longtemps en France ou pas, mais c'est pas parce qu'une fratrie est arrivée récemment en France qu'elle parle forcément la langue française à la maison, parce que voilà, il y a des fratries qui, pour des raisons culturelles, pour des raisons diverses, conservent leur langue maternelle au sein du foyer familial. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Quelle est la langue majoritairement parlée à la maison? Et donc, quelle est la langue que le petit, puisque je vous parle plutôt de petit là, va entendre au sein de son foyer? Et à ce moment-là, il est important de rappeler, comme l'a déjà dit Aurélien, Bresson et aussi Élodie Pasquale, qu'il est important de parler la langue qu'on maîtrise le mieux et dans laquelle on se sent bien et avec laquelle on est à l'aise. Parce que c'est en construisant une langue, sa langue maternelle d'une bonne façon, en ayant les bons modèles, qu'on va pouvoir construire après une deuxième langue, une troisième langue. Donc vraiment rassurer le parent dans le fait qu'il faut vraiment qu'il parle la langue qu'il aime parler et qu'il maîtrise le mieux. Parce que ça, c'est vraiment un facteur prédicteur. Chez un enfant, c'est la qualité des modèles qu'on a à lui fournir. Ensuite, on sait aussi qu'un des facteurs importants à repérer quand on va recevoir les familles, c'est les interactions familiales qu'il peut avoir autour de la langue, les échanges.
et bien sûr la qualité de ces échanges, mais aussi la quantité de ces échanges. Et on sait que qualité et quantité des interactions familiales, elles sont dépendantes du niveau socio-économique des familles. Donc ça, c'est intéressant d'arriver à cerner dans quel milieu grandissent les enfants, parce que ça va vraiment être prédicteur. Et après, comme c'était, on m'a vraiment demandé de vous faire un témoignage, ben, comment je fais moi concrètement du coup quand je reçois une famille? J'ai jamais de traducteur, hein, voilà. Alors maintenant, il y a des moyens super, voilà, avec un téléphone, Google Translator est devenu vraiment pas mal du tout. Après, souvent, il y a quelqu'un de la fratrie qui peut venir, hein, voilà, ou quelqu'un issu du même pays d'origine, mais qui maîtrise déjà mieux la langue. Voilà, qui peut être notre traducteur. Et quand on n'en a pas du tout, ben, ça marche quand même. Voilà, on y arrive. Et l'idée, ça va être d'évaluer ben déjà comment l'enfant parle dans sa langue, du coup, hein, c'est ce que je vous disais. Et du coup, d'arriver à avoir ses enfants, comment il s'exprime dans sa langue. Est-ce qu'il colle des mots? Est-ce qu'il dit un seul mot? Est-ce qu'il déforme les mots? Et là, je peux vraiment demander, même avec des parents qui ne parlent pas le français, si le parent me dit qu'il va déformer un mot, je vais demander quel est le mot dans la langue maternelle et de façon intègre, et comment le produit d'enfant. Et du coup, je vais déjà entendre, est-ce qu'il enlève juste une syllabe, est-ce qu'il enlève certains sons, ça, c'est des choses que je peux entendre. Voilà. Je vais demander comment l'enfant comprend les consignes, est-ce qu'il les comprend, est-ce qu'il comprend les consignes de ses parents, mais est-ce qu'il comprend aussi quelqu'un de sa langue maternelle, mais qui n'est pas du foyer vraiment proche. Voilà. Et est-ce que aussi l'enfant est compris par son parent, mais aussi par quelqu'un, un ami de la famille, parce que souvent les parents ont le détecteur, mais pas toujours l'ami de la famille déjà. Donc voilà, est-ce qu'il comprend, comment il s'exprime. Et ensuite, moi, quand je vais le recevoir, alors, il n'y a pas forcément de batterie de bilan pour les orthophonistes adaptée à toutes les langues. Mais du coup, je vais à nouveau utiliser le parent, c'est-à-dire que je vais tester la compréhension, l'expression. Donc, comment je teste son expression? Eh ben, je vais pointer une image et lui demander de me dire ce que c'est, en français s'il y arrive. Et sinon, s'il n'y arrive pas, je demande toujours est-ce qu'il peut le dire dans sa langue. Et là, je demande aux parents, même si moi, je ne maîtrise pas la langue, je demande si l'enfant a bien dit le mot. Et du coup, je peux déjà évaluer un peu, et je vais faire pareil pour la compréhension, évaluer un peu le niveau de maîtrise de sa langue et du français. Et pour moi, c'est vraiment un bon indicateur de savoir comment il maîtrise sa langue à lui. On sait qu'après, chez les enfants multilingues, pour la langue française, dans mon cas, qui va être secondaire ou même tertiaire, on peut laisser vraiment au moins une bonne année de plus par rapport à un enfant tout venant qui n'a pas multilingue pour rejoindre la moyenne comment dire, je vais le dire mieux, pour rejoindre, on peut attendre une bonne année par rapport à ce qui était attendu, par rapport à la moyenne des enfants de sa classe d'âge. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le laisser aux enfants. Et après, les observer dans leur communication globale. Parce que est-ce qu'ils communiquent avec des gestes quand ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'ils pointent? Est-ce que ils se débrouillent pour se faire comprendre? Voilà. La communication au sens large va être vraiment importante pour nous, pour repérer et exclure, parce que exclure un possible, une condition qu'on appelle nous biomédicale, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait une surdité qui expliquerait ce retard, s'il y en a un, est-ce que il y a un autre, je sais pas, une interrogation génétique, et alors là, bien sûr, demander des bilans complémentaires pour exclure ça. Voilà ce que je voulais vous dire. J'essaie d'être rapide pour que je ne prenne pas trop de retard. Et vous, concrètement, dans les écoles, regardez comment il fonctionne. Quand le parent vient le chercher, est-ce que dans sa langue maternelle, il va se mettre à lui parler? Est-ce qu'il lui dit rien? Il reste aussi mutique même avec son parent? Comment il fonctionne avec ses pairs? Parce que les enfants fonctionnent entre eux sans langage commun. Ça va être un bon élément pour regarder s'il a déjà une bonne communication au sens global de la communication. Donc les rires, les sourires, les mimiques. Voilà, je vais peut-être m'arrêter pour laisser. Merci beaucoup Elsa. Après,
on laisse toujours le fil de la conversation ouvert pour d'autres questions. Je vous invite à le consulter également. Et on va pouvoir donner la parole en effet à Aline Le Guluche. Alors Hervé Fernandez le rappelait tout à l'heure, Aline vient de publier fin août son deuxième livre. Elle a témoigné de son parcours. Elle a été l'un des visages des campagnes des Journées nationales d'action contre l'illettrisme en 2017, il me semble. Et depuis, il faut savoir qu'Aline réalise un formidable tour de France, vraiment à l'occasion des journées. Là, je pense qu'elle a opéré vraiment des dizaines de déplacements à la rencontre des apprenantes et des apprenants, des jeunes. Il y a eu un très bel article réalisé à Calais par des jeunes qui rencontraient Aline, des jeunes qui sont eux-mêmes en difficulté scolaire et qui, voilà, à qui le quotidien local a prêté la plume et le journal pour parler de cette problématique de l'illettrisme, de cette rencontre. Mais elle va également, voilà, à la rencontre dans les organismes de formation, les bibliothèques, des personnes concernées autour de cette question de franchir le pas, de prendre conscience, de formaliser un peu, déverrouiller la prise de conscience sur ces difficultés pour pouvoir y faire face. Et c'est ce qu'Aline a fait brillamment et je lui laisse la parole. Merci Virginie. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'étais 50 ans illettrée. Je viens d'un milieu rural où la pauvreté, bien sûr, est un signe aussi pour l'illettrisme. Dans ma famille, c'était pas la priorité, lire, écrire, compter. Mes parents étaient paysans et la priorité de la vie, c'était de se lever le matin, travailler pour la ferme pour pouvoir juste manger. Voilà, ça c'était les années 65, donc c'était un autre temps, mais la pauvreté est toujours un lien, un vrai lien avec l'illettrisme, à mon sens. Ensuite, je suis arrivée à l'école à l'âge de 6 ans, je n'avais jamais tenu un crayon ni un livre et j'ai été maltraitée par un enseignant qui ne comprenait pas que je n'étais pas aussi à l'aise que les autres enfants, que je mélangeais les lettres, que voilà, je n'étais pas comme les autres. Parce que en fait, lui, il pensait que j'étais juste imbécile. Mais je suis restée 2 ans avec lui, voilà, martyrisée. Et pour ensuite, je suis allée ensuite à l'école, je suis allée avec Monsieur Beau en CE1. Voilà, je suis arrivée avec Monsieur Beau en CE1 et ce monsieur était un jeune enseignant qui a décelé, lui, que j'étais pas imbécile du tout puisqu'il m'avait, appris à faire de la musique, appris à faire du théâtre et avec lui, j'ai eu un tas d'éveils à côté et puis au contraire, il trouvait que j'étais assez vive d'esprit, même dans le calcul. Mais par contre, avec la lecture et l'écriture, j'avais un véritable blocage et donc j'arrivais pas à reconnaître les lettres et il s'est avéré en fait, voilà, il trouvait que la dyslexie, même si à l'époque, c'était pas encore reconnu dans l'école où j'étais, voilà, la dyslexie, faisait, sûrement partie, de l'handicap, que j'avais. Il est vrai aussi que le problème de langage, mes parents aussi avaient un langage, paysan donc les mots, comme le disait tout à l'heure l'orthophoniste, hein, la compréhension des mots et puis, la prononciation que l'on a, dans notre entourage est très important et bon, voilà, moi il y avait aussi des lacunes, de ce côté-là. J'estime aussi qu'un enfant, il doit pouvoir, se coucher tôt avec, l'esprit tranquille pour se réveiller aussi en forme le matin pour être dispo pour l'école et ça, c'est la responsabilité des parents. Ensuite, voilà, je suis arrivée en 6e, je ne maîtrisais pas la lecture et l'écriture, juste, ce que monsieur Beau m'avait enseigné, pendant 3 ans et voilà, j'avais pas tout récupéré mon retard. Et loin de là, je mélangeais toujours les lettres et c'était assez compliqué. Donc, arrivée en 6e, j'étais dans une classe, de transition, 6e transition, comme ça se faisait. Ensuite, j'ai défilé le restant de ma scolarité avec CPPN, 5e de transition, ensuite 4e CPPN. Ce couloir qui t'emmène vers un CAP théoriquement. Mais moi, mon but, en fait, dans ma tête, je savais bien qu'un CAP, je ne l'aurais pas et que je perdrais mon temps. Donc, moi, je voulais plutôt travailler pour gagner de l'argent et être autonome financièrement.
Donc, j'ai trouvé, alors, quoi chercher? Que chercher comme travail lorsqu'on est en situation d'illettrisme? Ça, c'est un grand problème. Il n'y en a pas 50 hein, qui se montrent à vous. Tout ce qui est commerce, c'est impossible puisqu'il faut lire et puis passer les commandes, donc écrire. Donc, j'ai travaillé en usine pendant 15 ans, une usine de pâtisserie. Et là, j'avais pas besoin de lire et d'écrire, donc c'était assez. J'étais tranquille, quoi. Je me rendais même pas compte de mon handicap à ce moment-là, puisque je faisais avec, et puis j'imaginais bien que la vie pouvait se dérouler tranquillement comme cela. Mais entre deux, j'ai eu mes enfants, et là, j'ai vraiment mis un point. J'ai vraiment découvert ce que c'était le mot illettré. Et je dis, voilà, j'ai fait un bilan de moi-même, et voilà, voilà, j'ai 2 enfants, je suis pas capable de lire un livre pour mes enfants, donc ça, c'était assez tragique. Mais je voulais quand même que mes enfants aient, des livres puisque puisque je sais bien, être illettré, c'est pas être imbécile non plus. On a des tas d'idées, on reconnaît quand même des sens, enfin, j'avais des convictions que si j'avais eu des livres quand j'étais petite et si on m'aurait un peu plus encadrée et aidée, et encouragée, j'aurais pas eu ce genre de problème, tout au moins beaucoup moins. Et donc mes enfants ont toujours eu des livres, et moi je leur lisais pas les histoires parce que je pouvais pas, mais je leur racontais des histoires tout en tournant les pages, qu'ils aient le goût à la lecture, ce que je trouvais très important. Et ça a fonctionné parce que mes enfants n'ont pas eu, ce genre de problème. Alors en même temps, ils n'ont pas dû hériter de mon gène familial, hein, parce que, de la dyslexie, parce que c'est vrai que moi, ça ma mère non, mais voilà, je sais que dans ma famille, il y a des problèmes de dyslexie aussi, donc voilà. Ensuite, le temps a passé et je me suis trouvée bien embêtée avec, mon problème d'illettrisme à bien des égards, à bien des regards. Le manque de respect que les autres nous accordent, surtout dans le contexte familial. Le manque d'autonomie au travail, c'est-à-dire ensuite on ne peut pas avoir d'évolution. Voilà, j'ai travaillé à l'hôpital à partir de l'âge de 30 ans à peu près, et là j'ai pas arrêté de d'être mal, en fait, de plus en plus mal, parce qu'en usine, j'avais pas grand-chose à écrire, donc je vivais une vie assez sereine intérieurement, tandis que dans ce milieu hospitalier, je vivais une vie, toujours très nouée, et j'étais très mal à l'aise, j'étais pas sûre de moi, et donc je manquais de confiance, et j'étais pas heureuse dans ce contexte. Ce qui m'a décidé à retourner à l'école à l'âge de 50 ans, enfin ce qui m'a décidé avant, j'avais fait des demandes. Mais le problème, c'est que mes demandes, c'est mes enfants qui me les ont écrites, ma fille. Donc ces demandes, ils en ont pas tenu compte puisque une lettre bien écrite, on n'en tient pas compte pour une demande de remise à niveau. Donc il a fallu que je prenne sur moi et que je pousse la porte de la DRH pour demander, de l'aide, un appel au secours puisque je physiquement, j'étais fatiguée puisque travailler à porter, à tirer, à pousser, le corps s'abîme, le corps s'use, mais aussi le moral, la confiance en soi et le respect de soi-même. Et lorsque j'ai poussé cette porte, eh ben, il était temps parce que je j'en pouvais plus moralement, et j'étais au bord de la dépression, vraiment. Cette DRH, elle m'a compris, elle m'a guidée, elle m'a aidée, merci toujours pour elle. Donc elle m'a trouvé des écoles clés à Paris, très important. Ça m'a permis de reprendre, pied, ça m'a permis de réapprendre à lire, réapprendre à faire une phrase, réapprendre les verbes, réapprendre, tout ce dont on a besoin. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de jeunes, hein, comme moi, donc ça m'a assez choquée. Ensuite, je me dépêche parce que je sais que le temps il est compté. Heu, Ensuite, je me suis dirigée vers une VAE, une validation des acquis, où là où là j'ai eu un où là j'ai découvert les bienfaits pour moi, de l'ordinateur, puisque cette VAE, je l'ai faite en compagnie d'un ordinateur, puisque c'est un produit qu'on télécharge et que l'on met dans son ordinateur, ce que je travaille dessus, avec ma clé USB. Et là, la DRH, elle était très très à mon écoute, et ils m'ont payé aussi des cours de Word, d'Excel. Elle m'a aidée pour mettre tout ça sur ma clé USB. Ensuite, elle m'a encadrée aussi pour travailler
sur mon ordinateur et puis faire tout ce qu'il faut pour pouvoir bien faire ma VAE. J'ai eu des cours à Saint-Quentin en Yvelines pour faire cette VAE. Donc, j'ai bien travaillé pour cela et j'ai rempli mes 51 pages pour ensuite arriver vers un CAP et le valider et l'acquérir. Donc, pour moi, c'était vraiment un feu d'artifice, c'était super. Mais, et en fait, voilà, j'ai repris confiance en moi à ce moment. Ça m'a permis aussi au travail d'évoluer. Pas, enfin, oui, d'évoluer parce qu'en fait, après, je me suis syndicalisée. J'ai eu quand même une ouverture d'esprit qui s'est commencé à se mettre envers les autres et puis leur apporter mon soutien pour certaines démarches. Alors, il faut savoir que tout de même, je fais toujours des fautes d'orthographe, ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que je confonds toujours les lettres un peu à l'écrit. Voilà, je suis obligée de me relire. Je ne suis pas guérie de mon handicap, mais grâce à mon ordinateur, ben, grâce à lui, j'ai un monde meilleur parce que sans mon ordinateur, je n'aurais pas pu écrire un livre, et encore moins un deuxième. Avec mon ordinateur, je remplis mes papiers. Voilà, quelquefois, je fais toujours des fautes, c'est comme ça, mais j'ai beaucoup plus d'aisance et puis je peux me relire le lendemain. Je ne suis pas obligée de tout faire tout de suite. Voilà, j'ai des mécanismes avec cet ordinateur qui m'aident beaucoup. Voilà, je sais que je pourrais continuer à améliorer d'ailleurs. D'ailleurs, je m'améliore toujours puisque je cherche du vocabulaire, je cherche toujours à m'améliorer. Et ça a changé ma vie. En fait, à 50 ans, je marchais à l'ombre, hein, sur le trottoir, la tête baissée. Le fait de retourner à l'école et de m'être ouvert au monde et d'avoir cassé toutes les barrières, de pouvoir parler de l'illettrisme à voix haute, sans honte, sans tabou. D'une chose tout à fait naturelle. Maintenant, je marche au soleil et je vais à la rencontre des personnes en situation d'illettrisme, ou tout au moins ils ont fait la démarche pour s'en sortir. Je les encourage et à chaque fois, ce sont des rencontres, mais alors merveilleuses, quoi. On parle le même langage. On parle le même langage, eux et moi, quand on converse. Merci. Aline, également, je vous invite vraiment à suivre les déambulations, j'allais dire, d'Aline à travers les réseaux sociaux, puisque vraiment, j'ai partagé un article dans le fil. Là, on peut vraiment dire qu'il y a eu énormément de messages de remerciements pour ton témoignage. Enfin, du coup, je passe au tutoiement voilà, dans le fil de conversation, mais on reçoit énormément de témoignages de la sorte du côté des formateurs qui nous disent à quel point, justement, la rencontre, la prise de participation directe ouvre un débat extrêmement précieux justement avec les personnes qui entrent dans les espaces de formation. Et j'ai partagé également sur le fil, je vous invite vraiment à aller voir le podcast qui est sorti en septembre dernier, Les Empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, avec voilà, le témoignage de nombreuses personnalités experts sur le sujet et bien évidemment les mots d'Aline. Donc voilà. C'est pour ça que le deuxième livre, il est sorti pour justement parler des associations et les remercier. Voilà. C'est chose faite et bien faite. Donc, on a capitalisé des questions hein, au moment de la publication du replay. On vous donnera des ressources, des liens utiles, des compléments d'informations aussi sur différentes ressources qui ont été proposées là. N'est-ce pas, Anne, puisqu'après ce qu'on a entendu aujourd'hui nous offre aussi possiblement des perspectives pour demain. Oui, bonjour à toutes et tous. Pardon pour cette voix caverneuse. Juste, voilà, on a essayé hein, au mieux et merci aussi à Audrey, à Elsa et à toutes les personnes qui ont essayé de contribuer à répondre à vos questions tout au long. Il y a des questions qui nécessiteraient encore d'échanger, de creuser, d'approfondir visiblement. Et peut-être que justement, à suivre, on aura peut-être la possibilité de proposer autre chose pour aller au-delà. Par exemple, quand on entend des formateurs, des formatrices, des personnes qui accompagnent les personnes et qui se posent vraiment la question, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'y prend, comment persuader les personnes de faire un bilan ou pas, est-ce que c'est nécessaire? Audrey a répondu en disant mais voilà, les deux ne sont pas incompatibles et la personne en formation,
elle peut aussi faire cette démarche, bien évidemment, d'y voir plus clair et de savoir si l'origine des difficultés vient justement d'un trouble spécifique du langage ou pas. Mais il pourrait aussi y avoir des choses à creuser avec justement aussi les orthophonistes sur quels seraient les outils qui pourraient être à l'intersection peut-être du travail en remédiation à l'écrit et puis du travail qui est mené par les professionnels de la rééducation orthophonique. Voilà, ce sont des pistes qui seront peut-être à creuser et qu'on aura peut-être l'occasion de creuser ensemble ultérieurement. Merci beaucoup, Anne. Je laisse peut-être un mot de conclusion à Hervé Fernandez ou Aurélien Bresson très rapidement, et puis on va vous laisser sur ces beaux échanges. Et merci vraiment à toutes et à tous pour vos éclairages. On a bénéficié de définitions, de points de repère. L'ensemble de ces définitions, de ces points de repère sont contenus dans la plaquette qui a été rééditée et donc c'est un document qui est vraiment mis à votre disposition. Je suis très heureux que le webinaire ait pu se tenir quand on a évoqué cette opportunité avec Aurélien il y a quelques semaines de cela. On s'était dit que c'était important de pouvoir réunir nos réseaux pour partager de l'information, la mettre à jour aussi. Et on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de l'enquête sur l'illettrisme qui seront disponibles au tout début 2024. Vous savez que l'agence héberge un observatoire depuis quelques jours de l'illettrisme et de l'électronisme. Donc, on est mieux en capacité de mettre à votre disposition des données, de la connaissance aussi sur ce phénomène. On sait que avec le réseau des orthophonistes, la fédération qui est membre de notre comité consultatif, on a la chance de pouvoir enrichir notre connaissance du réel, la réalité des personnes que vous accompagnez. On a la chance aussi de pouvoir compter sur un réseau présent sur tous les territoires maintenant. On sait que vous êtes présent, bien sûr, la fédération sur tous les territoires. Et avec les chargés de mission, coordonnateurs régionaux de l'agence, on sait que les liens vont pouvoir aussi se resserrer, se conforter. Donc, il y a une belle page d'écriture, si j'ose dire, qui s'ouvre dans les mois à venir. Et donc, on a voilà, très heureux d'avoir pu accueillir aussi ce soir autant de participants. Et voilà, on continue. La lutte continue. Aurélien, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Oui, un grand merci à toutes et tous pour ce webinaire et voilà, au plaisir de pouvoir échanger prochainement avec vous tous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous, très bonne soirée, à très vite pour la mise à disposition du replay. Bonne soirée. Bonne soirée.